au laboratoire de planétologie et géophysique de Nantes. Et donc, c'est un expert des géodésies planétaires et en particulier des champs de gravité planétaire pour déterminer avec une grande précision les orbites des ondes spatiales. Et donc, il a travaillé pas mal sur pas mal de missions américaines de la NASA et aussi de l'ESA. Et là, actuellement, il est aussi co-investigateur de la mission candidate de l'ESA Envision. Et donc là, il travaille depuis longtemps sur l'origine des lunes martiennes, donc c'est quelque chose qui est très discuté. Et donc aujourd'hui, il va nous expliquer ses travaux sur ça. Voilà, merci beaucoup Pascal d'être là avec nous. Merci, merci pour cette invitation, même si ce n'est pas en présentiel. Et je vais attaquer directement dans le vif du sujet, hein. Donc, en fin de compte, depuis ces 10 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la formation des lunes de Mars. Et je me suis aperçu que c'était un sujet en fait, où il y avait beaucoup de choses à creuser. Et j'ai été vraiment l'initiateur d'une nouvelle famille de modèles dont je vais vous parler. D'accord. Et je vais essayer de mettre en avant comment on a établi ces modèles, comment on pense que ça fonctionnerait, la formation des lunes de Mars. Et bien entendu, comme c'est de la recherche, il y a toujours encore des problèmes qui subsistent. Si j'arrive à passer la prochaine diapo. Voilà. Donc en fait, l'origine des lunes de Mars, ça s'inscrit dans la thématique plus générale de la formation des satellites naturels des planètes du système solaire. Alors tout le monde connaît le modèle qui est le plus admis pour la formation de la Lune, c'est-à-dire un impact géant très tôt dans l'histoire de la Terre, formation d'un nuage de débris qui évolue en disque, et ensuite accrétion de la Lune dans ce disque. Pour les autres planètes, c'est un peu différent. Pour le système de Jupiter, par exemple, on pense que les satellites galiléens se sont formés par accrétion dans un disque au tout début de la formation de Jupiter, donc un disque de débris et de gaz Faire des choses de façon plus ramassés dans la claire. nébuleuse solaire. J'entends des bruits en fond. Oui, il faudrait éliminer, fermer tous les microphones, s'il vous plaît. OK. Et il y a aussi des satellites irréguliers de plus petite taille dont on pense qu'ils sont en fait des petits corps d'astéroïdes capturés par Jupiter. En ce qui concerne Saturne, avec la mission Cassini, justement, en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et il a été proposé que pour les plus petites lunes, elles pourraient avoir été formées à partir des anneaux qui entourent la planète. Donc, dans ce contexte-là, qu'en est-il des lunes de Mars, Phobos et Deimos? En fait, c'est assez mystérieux. Et jusqu'à il y a à peu près 10 ans, on pensait, ce qui était admis, que c'était des astéroïdes capturés par Mars. Néanmoins, il subsistait des problèmes qu'on va voir par rapport à cette théorie, et d'autres ont proposé en fait qu'ils pourraient être accrétés en orbite autour de Mars à partir de débris issus, par exemple, d'un impact géant. Alors, ces deux lunes de Mars, en fin de compte, on a commencé à voir ce que c'était lorsqu'on s'est rapproché, donc avec les missions Viking en orbite autour de Mars, qui ont fait les premières photos qu'on voit ici. Et ce sont en fait des petits corps qui sont en plus très peu brillants. L'albédo est très faible. Là, c'est des images Viking qui sont un peu rehaussées, mais si on prend une image plus récente de Mars Express avec en fond Mars, on voit très bien la différence d'albédo, et Phobos ressemble plus à du charbon par rapport à Mars qu'à autre chose. Avec Mars Express aussi, les images détaillées de la surface de Phobos, on a pu avoir l'âge de surface par comptage de cratères, une technique largement employée dans le système solaire. On a trouvé que c'était une surface qui était assez vieille, 4 milliards d'années. Donc ça, cette forme irrégulière, petite taille, ce faible albédo, ça fait penser à des astéroïdes. Et ça, c'est en plus corroboré en quelque sorte par les spectres de réflectance de la surface de Phobos. Alors ça, été pris depuis ces spectres depuis l'époque viking, mais ça a été répété à chaque mission, et même depuis la Terre. On voit ici des spectres pris avec le Hubble Space Telescope. Et on voit que ces spectres, qui sont ici en trait pointillé, en trait plein ou en trait avec des dotted line, je ne sais pas comment on dit en français, ce sont les spectres de la surface de Phobos et de Deimos, et les points, ce sont des spectres d'albédo, faible albédo, d'albédo, excusez-moi, en fait d'astéroïdes primitifs qu'on appelle carbonés. Et on voit très bien une bonne concordance des spectres, ce qui fait que ça a confirmé le fait que, en fait, compte, Phobos et Deimos, enfin confirmé,
Ça a mis l'idée que Phobos et Deimos sont effectivement des objets primitifs formés bien au-delà de l'orbite de Mars. Et donc, pour les ramener en orbite autour de Mars, eh bien, il faut les capturer. Et ça, c'est vraiment le pilier fondateur du scénario de capture. Alors, quand on regarde un peu plus en détail ces spectres, on voit qu'il y en a deux différents pour Phobos, ce qu'on appelle l'unité bleue et l'unité rouge, parce qu'il y en a un qui est un peu plus rouge et l'autre un peu plus bleu. C'est ce qu'on voit sur les données Phobos 2 ici, où il y a en fin de compte une répartition hémisphérique de ces deux unités spectrales. Et en fin de compte, lorsqu'on regarde les spectres des météorites dites primitives, qui pourraient être en fait le constituant de ces astéroïdes primitifs, d'accord. Lorsqu'on leur fait subir l'équivalent d'un space weathering en laboratoire par des bombardements irradiation à partir d'ions, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas, en fin de compte, à atteindre la pente, le rougissement qu'on voit sur les spectres de Phobos, la partie rouge, et de Deimos. Alors que ces spectres collent assez bien avec l'unité bleue. Donc là, on a quand même déjà une réponse un peu plus ambiguë quant à la composition du matériel de Phobos et Deimos à partir de ces spectres de réflectance. Et si on regarde des spectres un peu plus récents, faits avec Oméga à gauche et Chrysum à droite, on voit que sur Chrysum, en fin de compte, on pourrait avoir le début d'une bande d'absorption, d'accord, des sortes d'épaules de cette bande d'absorption, mais ça tomberait dans une zone où il y a des problèmes de calibration de l'instrument, alors que sur Oméga, en fin de compte, on n'a pas ces problèmes dans cette bande-là, et on ne voit pas du tout cette bande d'absorption. C'est assez étrange. Donc, ce serait une bande sans doute très faible, centrée sur 0,65 microns. Et dans une publication plus récente, ça a été confirmé, non pas avec des données de sonde spatiale, mais avec des données prises avec un télescope basé sur Terre, d'accord, qui semble confirmer cette bande d'absorption qu'on voit ici, là, d'accord, dans l'unité rouge de Phobos, pas dans l'unité bleue. Alors, c'est très difficile d'interpréter ces bandes d'absorption, surtout lorsqu'elles sont aussi petites que ça. Ça pourrait être effectivement la signature d'un composé primitif, ou ça pourrait être la signature d'un processus de space weathering inconnu. Donc, relativement peu convaincant. Si on va plus loin sur ces spectres, cette fois-ci, on quitte un peu le domaine infrarouge visible qu'on a vu jusqu'à présent, on va dans l'UV. Avec la caméra Spicam, il y a des images de Phobos qui ont été prises. On voit cette fois-ci non plus l'absence de structure, comme dans la partie visible et proche infrarouge, mais effectivement une signature de quelque chose. Alors, il y a un an, j'ai fait un séminaire en Latmos, pardon, d'accord, où j'aurais rappelé ça, et bon, ils m'ont dit que c'était encore à l'étude et que ça nécessitait d'approfondir la calibration. Donc, ils ne savent pas très bien, en fait, à quoi ça correspond, parce que d'habitude, ils font des spectres de l'atmosphère. Ici, c'est un spectre de la surface, donc ce n'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de manipuler. Donc ça reste à voir, à creuser, sans doute, je pense. Et il y a enfin des spectres d'émission, donc dans les thermiques un peu plus lointaines, donc au-delà de 5 microns, jusqu'à 25, voire 50 microns. Et là, on a une meilleure concordance avec ce qui est appelé des phyllosilicates. Et donc, cette fois-ci, ce ne serait pas forcément en faveur d'éléments primitifs, d'accord, mais plutôt de matériel silicate. Donc, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des matériels formés très loin de l'orbite de Mars pour expliquer ces spectres d'émission, ces spectres thermiques, mais juste du matériel formé plus proche de l'orbite martienne, voire en orbite martienne. Très bien. Donc là, on a vu qu'en fait, avec ces spectres, on a des indications quant à l'origine, mais c'est quand même pas tout à fait convaincant. En tout cas, moi, ça ne m'a pas convaincu. Et je suis allé voir dans la littérature d'autres aspects qui sont les aspects de dynamique cette fois-ci. Donc là, c'est juste pour vous représenter le système de lune martienne avec Phobos en orbite, très proche de Mars, seulement à 2,7 rayons martiens par rapport au centre de Mars, et Deimos à 7 rayons martiens, qui lui est au-delà de l'orbite synchrone. Ça, c'est important, alors que Phobos est dessous. Et donc, quand on capture un objet, il n'est pas dans le point équatorial de Mars, comme le sont à l'heure actuelle les deux lunes, et ce n'est pas des orbites quasi circulaires, comme elles le sont actuellement. C'est plutôt des orbites dans le plan écliptique et très allongées. Donc, il faut un processus pour les changer, ces orbites, pour arriver aux orbites actuelles. Et donc, le processus qui a été étudié il y a déjà plus de 30 ans, début des années 80, 40 ans même maintenant, eh bien, en fin de compte, c'est le phénomène de dissipation par effet de marée. Donc, lorsqu'on orbite en dessous de l'orbite synchrone, eh bien, en fin de compte, on perd de l'altitude. Et lorsqu'on orbite au-delà de l'orbite synchrone, comme la Lune, on s'éloigne de la planète.
Et donc, les gens ont étudié si cet effet-là pouvait expliquer le changement d'orbite nécessaire pour le scénario de capture. Eh bien, les résultats, ils ont été que c'était impossible pour l'orbite de Deimos, sur l'âge du système solaire. Il fallait 10 ou 15 milliards d'années pour y arriver. C'était possible pour Phobos, parce qu'il est plus massif, et cet effet est proportionnel à la masse de la Lune aussi. Mais il fallait des taux de dissipation par effet de marée dans Mars, et surtout en plus dans Phobos, pour donner un coup de pouce au phénomène. Et dans ce cas-là, ce seraient des taux de marée pour Phobos plus proches des propriétés de matériel de la glace. Or, on sait que Phobos n'est pas un cube de glace, surtout en fusion. Et donc ça ne pouvait pas coller. Il y avait, à cette époque-là, en tout cas, un problème entre l'évolution du système martien, l'évolution de mécanique céleste, on va dire, et la composition probable du matériel. Donc à partir de là, il y a des gens qui ont essayé des astuces pour avoir un effet supplémentaire nécessaire, mais ce n'était pas très convaincant. Et d'autres ont proposé autre chose, c'est une formation in situ. Donc là, c'est un scénario que je vous présente, qui a été émis en 1994 pour la première fois dans la conférence LPSC et publié qu'en 2011 seulement. Et dans ce scénario, en fait, qui est très proche du scénario de formation de la Lune de la Terre, on a un impact géant sur Mars, très tôt dans son histoire, qui forme un nuage puis un disque de matériel dans lequel des petites lunes s'accrètent. Celles qui sont sous l'orbite synchrone finissent par tomber sur Mars, celles qui sont au-delà restent en orbite. Et comme c'est un scénario tout est bien qui finit bien, on se retrouve au bout de 4 milliards d'années avec le bon Phobos et le bon Deimos à la bonne place. Alors ça, c'est un scénario très intéressant, mais il n'y avait pas, à l'époque, en 2011 en tout cas, de modèle physique pour l'étayer, pour le tester. Donc c'est ce dans quoi je me suis lancé. Et d'abord, je suis allé voir dans la littérature si effectivement il y avait eu un impact géant très tôt dans l'histoire de Mars. Et j'ai trouvé une publication très intéressante qui dit que il y en a eu effectivement et qu'elle a formé la dichotomie crustale qu'on voit sur Mars. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'hémisphère nord serait un bassin d'impact gigantesque. Donc avec ça, ils ont pu, par des simulations, avoir une idée de la vitesse d'impact, l'angle, etc., la masse de l'impacteur. Et donc, il y a même, à partir de ça, certains qui ont simulé l'impact avec des simulations SPH qu'on appelle, qui sont très gourmandes en temps de calcul, donc on peut aller qu'à peu près une dizaine d'heures après l'impact. Mais déjà, on voit la formation, l'éjection de débris, la formation de débris en orbite autour de la planète. Ça, c'est une vue au-dessus du plan de l'impact, et ça, c'est une vue par la tranche du plan. Et on voit qu'effectivement, on forme très rapidement des débris, dont certaines, ceux qui sont en rouge ici, restent en orbite autour de Mars. Et donc, l'idée est de savoir, dans un tel disque, est-ce qu'on peut former des petites lunes? Alors, ce disque-là a la particularité d'être très dense, proche de la planète. Et donc, dans un premier temps, avec Sébastien Charnos, on a repris les codes qu'il avait développés pour Saturne, formation des petites lunes de Saturne à partir des disques, en partant de l'hypothèse d'un disque de poussière en orbite de Mars, très proche de Mars. Et ce disque a une particularité, c'est qu'il s'étend, dû à sa viscosité, vers l'extérieur de Mars. Et lorsqu'il franchit la limite de Roche, dans ce cas-là, il peut commencer à accréter des petits corps. Et ces petits corps, tout de suite, ils sont soumis à deux forces antagonistes. La première qui est l'effet de marée, puisqu'ils sont largement en dessous de l'orbite synchrone. L'orbite synchrone, c'est 6 rayons martiens pour Mars, et la limite de Roche, c'est à peu près 3 rayons martiens. Donc là, on est vraiment en dessous de cette limite synchrone. Donc la planète a tendance à vouloir récupérer ces petites lunes, mais il y a une interaction avec le disque qui fait qu'il s'éloigne. Donc il y a ces deux forces qui vont agir. On les a donc modélisées avec Sébastien Charnos dans le cas de Mars, en prenant une disque de Mars, masse de disque de 10 puissance 19 kg, ça fait 1000 fois Phobos. Et donc là, au début de la simulation, on voit ici la densité du disque, ce qui est représenté par cette courbe, la limite de Roche, et dès que le disque s'étend de là, on forme des lunes, et puis on en forme de plus en plus. Elles ont toutes une masse inférieure à celle de Phobos, c'est 10 puissance 16 kg pour Phobos, et dû à l'interaction avec le disque, elles s'éloignent au fur et à mesure, mais elles ne dépassent jamais 3,5 rayons martiens de distance par rapport à Mars. Or, Deimos orbite à 7 rayons martiens, donc avec ça, on ne peut pas former Deimos. Et ensuite, comme le disque se vide parce qu'il forme des lunes, mais surtout il se vide par l'intérieur, eh bien, il n'y a plus assez de matière pour que la force qui pousse les lunes puisse compenser la force qui les fait revenir vers Mars. Et très vite, tout le système disparaît, en moins de 200 millions d'années. Donc on ne peut pas, avec ça, expliquer
un système de 2 petites lunes autour de Mars à partir de ce disque de débris, d'accord, qui serait âgé, ce système, de plus de 4 milliards d'années. Donc, on peut dire que là, ça pourrait ne pas marcher, mais si on revient un petit peu en arrière et on se dit, ben, finalement, si on part du système martien tel qu'il existe aujourd'hui dans le plan équatorial, et si effectivement ils se sont formés dans un disque de débris autour de Mars, c'est qu'à l'origine, ils étaient aussi dans un plan équatorial, sur des orbites quasi circulaires. Donc, si on fait remonter en arrière le temps avec les évolutions d'orbite par effet de marée, on trouve que Phobos aurait dû se former juste en dessous de la limite synchrone et Deimos très proche de son orbite actuelle, puisque son évolution d'orbite est très très lente. Donc ça nous donne une indication, d'accord, qui ne serait pas formée à partir du disque interne qui contient la majorité des débris en orbite autour de Mars, éjectés par l'impact géant, mais dans un disque extérieur autour de la limite synchrone, où là, il y a moins de débris. Donc la question de savoir maintenant, est-ce qu'on peut former des lunes non pas à partir du disque interne, mais dans le disque externe? Et voilà, donc ces simulations SPH sont assez coûteuses en temps, surtout lorsqu'on augmente la résolution, c'est-à-dire le nombre de débris. Et là, on n'a que 1% de la masse du disque qui est du côté de la limite synchrone. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas assez de résolution. Donc, on a dû faire une hypothèse. On est allé chercher en fin de compte la distribution des embryons dans le système solaire, ceux qui sont utilisés pour la formation des planètes. Et on s'est dit, voilà, à cet endroit-là du disque, on doit s'attendre à avoir des embryons de satellites, d'accord, qui sont distribués ainsi. Donc, il y a plusieurs types de distribution. Ça, c'est la distance par rapport à Mars. La limite synchrone est ici. Vous voyez. Et donc, on a ensuite utilisé un code d'interaction entre les corps, d'accord, pour voir si on pouvait, en fin de compte, nettoyer. Parce que là, en fait, on a beaucoup de satellites embryons et on veut, à la fin, qu'il n'y ait plus qu'un Phobos et un Deimos de part et d'autre limite synchrone. Donc, par interaction entre eux, ben, on a essayé de voir si on pouvait les accréter pour essayer de voir qu'est-ce qui nous reste à la fin, au bout de 1, 10 ou 50 millions d'années. Et à chaque fois, on est arrivé à ces résultats, on avait 4 satellites, ce n'est pas 2. D'accord. L'explication, c'est que l'excentricité n'est pas suffisante pour faciliter les rencontres, donc finir simplement avec 2 petits corps. C'est ce qu'on appelle un système dynamiquement froid. Et donc, il fallait un moyen d'exciter ce système pour que ça fonctionne. Et donc, on s'est dit, oui, mais c'est bien beau de regarder le disque externe, mais on a toujours notre disque interne qui est là et qui continue, lui, à produire des lunes, même si elle ne monte pas jusqu'à l'orbite synchrone. Donc, on a recommencé les simulations de formation de lunes à partir du disque interne, de leur évolution, donc de leur éloignement par rapport à Mars, mais en partant d'un disque plus lourd que celui pris précédemment, puisque ce disque-là correspond plus à l'impact qui a formé Borealis. Et donc, on voit effectivement qu'on forme des lunes qui s'éloignent avec le temps, et on peut aller jusqu'à 10 puissance 19 kg, donc 1000 fois Phobos. Et donc maintenant, ce qu'on a fait à partir de là, c'est de se dire, eh bien, on va prendre cette lune de 10 puissance 19 kg et on va l'intégrer dans nos codes d'accrétion dans notre disque externe, puisqu'il va y avoir une interaction gravitationnelle entre les deux. Et là, je vous montre le résultat final qu'on a obtenu au bout de nombreuses heures de calcul. Donc ça, c'est le temps à partir du moment où on a commencé à former la lune interne. Donc ça fait 8000 ans. Donc dès qu'elle se forme, elle s'éloigne. Là, on suit sa distance par rapport à Mars, donc sa migration. Ici, au temps zéro, on a la distribution de tous les petits satellites dans le disque externe. D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont capturés dans ce qu'on appelle des résonances de moyen mouvement, d'accord, qu'on voit tracer ici. Et ces résonances vont suivre la migration de la Lune. Si bien que cette Lune interne plus grosse, en fait, va réellement balayer le disque externe et va forcer les embryons à s'accréter entre eux. Donc, avec ces mécanismes, on a le coup de pouce qu'il nous fallait par rapport à notre système dynamiquement trop froid. Et donc là, je vous montre effectivement un résultat favorable où on forme bien en dessous de la limite synchrone à la résonance 3,2 un satellite plus gros que celui qui est formé au-delà de la limite synchrone à la résonance 2,1. Donc ça, c'est un résultat qu'on a publié dans Nature Géosciences en 2016. Et là, je vous montre une petite animation où on a au départ notre disque de satellite embryon, et lorsque les résonances traversent ce disque, elles excitent les excentricités et favorisent l'accrétion. On arrive au résultat final. Donc c'est ce mécanisme-là qui nous manquait et qu'on a démontré.
Alors évidemment, c'est un système dynamique, donc il dépend des conditions initiales. Et donc on les a fait varier. La distribution des satellites embryons, le type de distribution, le nombre, la masse, etc. Et donc on a fait plusieurs centaines de calculs. Et on a, dans 35% des cas, un satellite plus massif, c'est ce qui est représenté en noir ici, sous la limite synchrone, et un moins massif au-delà de la limite synchrone. Dans 11% des cas, en plus, on a les bonnes masses pour Phobos et Deimos et les bonnes distances pour 4% des cas. Ça peut paraître peu, mais dans ce genre de simulation, c'est un très bon résultat. Et donc, par ce système-là, on peut former dans le disque externe des petits satellites. Et assez rapidement, en 8 000 ans, 10 000 ans, c'est fait. Donc à partir de là, il faut qu'on retombe cette fois-ci sur le système martien, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est déjà dans le plan équatorial, ce qui est très bien, mais les orbites ne sont pas tout à fait circulaires. Elles sont excentriques. Pourquoi? Parce qu'avec le mécanisme de capture en résonance de moyen mouvement, on excite l'excentricité des orbites, des corps, dans le disque externe. Donc il faut se ramener à l'excentricité de Phobos et Deimos aujourd'hui. Donc ça, ce sont les excentricités dans tous nos différents runs, c'est une distribution pour les satellites formés au-delà de l'orbite synchrone. Donc, on voit une certaine distribution, une excentricité assez faible, mais qui peut aller jusqu'à 0,06. Celle de Deimos aujourd'hui est de 0,00024. C'est vraiment du circulaire. Pour Phobos, donc pour le satellite formé en dessous dans nos modèles de la limite synchrone, on a une excentricité qui peut aller jusqu'à 0,1, 0,12. L'excentricité actuelle de Phobos, c'est 0,0151. Donc, il nous faut un mécanisme qui puisse partir de ce genre d'excentricité pour atterrir sur celle d'aujourd'hui. Et donc, je représentais ici ce calcul qu'on a fait avec le mécanisme d'évolution d'orbite par effet de marée, donc dissipation par effet de marée. Dans Mars, on a pris les propriétés de Mars aujourd'hui, c'est déjà une première hypothèse. Et ensuite, il nous faut les petits coups de pouce avec la dissipation par effet de marée dans les deux satellites, pour essayer de retomber sur des excentricités, à partir d'excentricités de nos modèles, pour retomber sur les excentricités de Phobos et Deimos. Et ce qu'on voit, c'est que pour Phobos, on peut y arriver avec des taux de dissipation qui sont tout à fait acceptables pour un corps rocheux, mais pour Deimos, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on doit vraiment arriver à une excentricité qui est très faible. Et en fait, on trouve des rapports entre Phobos et Deimos de ces taux de dissipation par effet de marée qui sont dans un rapport 100, voire 1000. Ça, c'est quand même très curieux, puisqu'ils sont censés se former au même endroit dans le disque, et donc il n'y a aucune raison qu'ils aient des propriétés mécaniques aussi différentes. Et donc, finalement, si on résume ce problème de dissipation par effet de marée, dans le scénario de capture, on avait vu qu'il nous fallait du matériel de glace pour Phobos et plus de 5 milliards d'années pour Deimos. Cette fois-ci, dans ce scénario d'impact géant, Phobos rentre dans la case matériaux rocheux, mais Deimos est encore proche de la case matériaux de glace. Je surveille le temps, ça va. Alors, donc ce modèle qu'on a publié en 2016, avec encore ce petit défaut de propriété mécanique de différence entre Phobos et Deimos. Donc ce modèle a été repris très rapidement dans la littérature et évidemment, certains ont proposé des variantes. Ils ont laissé Deimos se former comme nous on l'a proposé. Mais pour Phobos, ils ont proposé qu'en fait, ils ne soient pas formés en même temps que Deimos. C'est-à-dire que tous les débris qui étaient sous l'orbite synchrone sont retombés sur Mars. Enfin, ils ont formé un seul corps qui ensuite n'est pas retombé sur Mars. Mais il est resté en orbite et dès qu'il a franchi la limite de Roche, il a reformé un anneau de débris, à partir duquel s'est reformé un satellite, comme ce qu'on avait modélisé auparavant. Et ensuite, par une série de cycles comme ça, de formation de satellites, d'anneaux, 3 ou 7 cycles dans leurs calculs, ils disent que Phobos est formé vers une distance de 3 rayons martiens, proche de l'orbite de la limite de Roche, évidemment. D'accord. Et il ne s'est pas formé il y a 4 milliards d'années, ou 4,5 milliards d'années, mais il s'est formé il y a seulement 200 millions d'années, donc un âge de formation beaucoup plus récent que celui de Deimos. Alors ce modèle est intéressant, il est soutenu par des publications très récentes de 2020, vous voyez, sur la forme de Phobos, sur l'inclinaison de l'orbite de Deimos, mais on devrait s'attendre avec ce modèle à avoir un débris d'anneaux très fin qui reste encore. Il n'y a aucune raison que le disque soit complètement nettoyé. Alors, on a fait des observations de poussière dans l'environnement martien, on n'en a jamais trouvé jusqu'à présent en tout cas.
Et puis, il y a un fort discrepancy, un fort désaccord avec l'âge de la surface de Phobos déduite du comptage de cratères d'impact. Cependant, même cette méthode est critiquable parce qu'on a affaire à un petit corps, ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup de débris secondaires et ça peut complètement fausser la statistique. Donc, ça reste ouvert. Ensuite, un modèle beaucoup plus proche du nôtre, qui a été publié par Canup et Salmon en 2018, ils ont souligné que nous, on avait pris une seule masse, une seule lune interne, celle qui était la plus lourde, à 10 puissance 19 kg. Or, en refaisant les mêmes manips, ils se sont aperçus qu'il fallait aussi tenir compte des autres lunes, parce qu'en fait, on a un chapelet de lunes. D'accord. Et dans ce cas-là, si on prend effectivement une masse de disque à 10 puissance 22 kg, comme nous on a pris, d'accord, dans ce cas-là, les lunes, en fait, excitent beaucoup trop, poussent beaucoup trop le disque externe, en fait, finissent complètement par le nettoyer, il n'y a plus de lune. Donc, ils ont diminué la masse du disque pour pouvoir retrouver les résultats qu'on avait, c'est-à-dire 2 petits satellites formés autour de l'orbite synchrone. Et donc, eux, ils proposent que l'impacteur était plus léger que le nôtre. Alors bon, globalement, c'est quand même le même modèle, soyons clairs. Sauf qu'il va y avoir des différences, c'est que vu que l'impacteur est plus petit, le mélange de matériaux dans le disque va être 80% Mars et 20% de l'impacteur. Alors que nous, en fin de compte, dans nos modèles, on a plutôt moitié-moitié. Donc du coup, ça nous a interrogé sur, eh bien oui, en fin de compte, il y a quand même un lien à faire avec la composition. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme composition de ces lunes dans ce modèle d'impact géant, qui a priori doit être un mélange entre Mars et l'impacteur. Et tout ça, évidemment, ce qui se cache derrière, c'est essayer de voir si on peut avoir un certain accord ou pas avec les spectres de réflectance. Donc, pour avoir une idée de la composition chimique, on est parti de nos modèles. On a refait un modèle un peu plus fin. Donc ici, c'est toujours la densité du disque, la masse cumulée, et la répartition entre Mars et l'impacteur. Et alors nous, dans notre simulation, on n'a pas 80-20%, mais 50-50. Moitié-moitié, ça tout le monde est content. Et ici, c'est représenter la température du disque en fonction de la distance à Mars. Et au-delà de la limite de Roche, et jusque vers le disque externe, on a une température assez constante de 2000 Kelvin. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va nous donner des indications sur la composition probable. Et en particulier, les débris, avec notre modèle, 95% de la masse du disque est sous forme liquide. Donc c'est du melt, d'accord, sous forme de gouttelettes qui peuvent atteindre 1,5 m de taille, je ne sais pas si vous imaginez. Et 5% seulement de la masse du disque est sous forme gazeuse. D'ailleurs, il y a René et al. En 2016 qui ont proposé que c'était tout le disque qui était sous forme gazeuse, ce qui permettait de condenser tout le matériel en particules très fines. Nous, on a supposé qu'il y avait un refroidissement assez rapide qui permettait en fin de compte de refroidir séparément la phase liquide et la phase gazeuse. Ça, c'est notre hypothèse, notre modèle de refroidissement. D'un point de vue dynamique, ce disque va aussi évoluer très rapidement, entre 10 et 100 ans, pour former un disque aplati, ce qui fait qu'en fin de compte, une fois refroidi, tous les débris en fait, vont avoir une taille qui ne sera plus de 1,5 m, mais qui sera distribuée entre 0,1 micron et 100 microns à peu près. Donc un disque de particules très fines. Donc notre modèle de refroidissement est résumé ici. Donc Mars impacteur, disque 2000 Kelvin, refroidissement séparé de la phase liquide et de la phase gazeuse, d'accord, pour obtenir une certaine composition. Et comme on ne connaît pas la composition de l'impacteur, on a balayé assez large. On a pris même une composition martienne, des chondrites anhydres, des chondrites hydratés, des chondrites ordinaires et même une composition cométaire. Et donc, à partir de là, on a regardé ce qu'on avait obtenu à partir de la phase de melt qui se solidifie, d'accord. Et en fin de compte, on obtient quelque chose d'assez semblable pour différentes compositions de l'impacteur. On obtient surtout de l'olivine et du pyroxène. Alors, sans aller plus loin sur ces compositions, déjà, on peut s'interroger puisqu'on n'a absolument pas vu la signature de l'olivine et du pyroxène avec des bandes d'absorption autour de 1 et 2 microns, qui sont des bandes d'absorption diagnostiques de ces minéraux. On n'a jamais vu ça dans les spectres de réflectance de Phobos et Deimos depuis qu'on en fait, depuis l'ère Viking. Donc, une explication possible qui a été avancée dans les différentes présentations que j'ai faites, notamment en 2019 au Japon, c'est qu'en fin de compte, on pourrait avoir un refroidissement tellement rapide de ce melt en orbite, dans le vide, qu'on formerait une phase sous forme de verre, c'est-à-dire où les cristaux ne seraient pas complètement formés. On aurait un réseau inachevé en quelque sorte. Et ça, en fait, compte le verre, c'est une phase métastable du liquide qui, avec le temps, de toute façon,
va finir par se remettre sur la forme cristalline qu'elle aurait dû avoir si le refroidissement n'avait pas été rapide. Et ce temps-là, pour rejoindre cette phase minérale, il est inférieur à 5 milliards d'années. Donc il y a peu de chances, même si cette phase de verre s'est produite lors du refroidissement des débris autour de Mars, qu'on reste sous phase de verre 5 milliards d'années après. Ensuite, la phase gazeuse, comme souligné par René et al., elle se condense en particules fines. Et on sait que plus les particules sont fines, plus elles effacent les bandes d'absorption. Ça, c'est un phénomène qui est assez connu. Donc, on a regardé notre phase gazeuse, même si elle fait que 5% de la masse totale du disque. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. Là, c'est aussi une dépendance un peu plus forte. Ah, attends, j'ai un séminaire, moi. Voilà, donc en fonction de la composition de l'impacteur, d'accord, on a quelque chose d'un peu plus variable que dans le cas du melt. Et même dans le cas cométaire, on peut avoir du graphite, qui n'est pas sans rappeler l'albédo très faible de Phobos, évidemment. Et puis aussi, pas mal de phases de fer, d'accord, et le fer est connu pour effacer aussi les bandes d'absorption. Ça, c'est le phénomène qu'on voit à la surface de la Lune, inclusion de nanophases de fer. Donc, on peut se poser la question, effectivement, si. Alors, si effectivement, ça pourrait expliquer les spectres, ça, c'est pas clair. Cette poussière fine, qui vient de la condensation de la phase gazeuse, ne fait que 5% de la masse de Phobos et Deimos. Si on le répartit à la surface de Phobos et Deimos, on obtient une couche d'épaisseur de 220 mètres pour Phobos et 118 mètres pour Deimos. D'accord ? Or, le régolithe qui est à la surface, il est estimé à être moins de 10 mètres pour Phobos et à peu près 100 mètres pour Deimos. Donc, expliquer la signature ou l'effacement des bandes d'absorption olivine-pyroxène à laquelle on s'attend sur les spectres de Phobos et Deimos, de par la condensation de la phase gazeuse, ça me paraît difficile pour Phobos, peut-être pour Deimos. À discuter. Une autre hypothèse que j'aimerais discuter avec vous, d'accord, et c'est quelque chose qui a été avancé par Stéphane Erard et Scott Murchie en 1996, d'accord, c'est qu'on aurait peut-être effectivement affaire à un matériau silicaté, donc avec de l'olivine et du pyroxène, mais que ça correspondrait à des matériaux choqués. Et on trouve ça dans les chondrites ordinaires, ce qu'on appelle les black chondrites. Donc, il y en a une ici que je vous ai représentée, même composition, mais beaucoup plus sombre. Alors, il y a différentes gradations, ça peut être que partiel. Là, ici, c'est total dans ce cas-là. Les bandes d'absorption, les spectres de réflectance de ces chondrites ordinaires, donc la plus claire, on le voit ici avec la bande d'absorption de l'olivine et du pyroxène, si je ne me trompe pas, entre les deux. La black chondrite, ces bandes d'absorption sont complètement effacées. Mais le spectre, lui, est très plat. On n'a pas le spectre pentu, le rougissement qu'on voit sur Phobos et Deimos, aussi bien pour l'unité bleue et surtout pour l'unité rouge. Et donc, dans cette idée, il manque un phénomène, sans doute peut-être de space weathering inconnu, pour expliquer le rougissement des spectres. Et c'est exactement la question que s'est posée en dehors du scénario d'impact géant, Stéphane Erard et Scott Murchie en 1996. Mais en tout cas, dans le scénario de collision géante, je veux dire, choquer le matériel, c'est pas ça qui nous manque, vu toutes les collisions qu'on peut avoir. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Donc là, maintenant, je conclue. J'aperçois que je suis quand même assez rapide, ça va, ça laisse du temps pour les questions. Mais en fin de compte, quel programme on a fait par rapport à il y a 10 ans? Est-ce qu'on a proposé une nouvelle formation d'impact géant, d'accord, par impact géant, pardon, de Phobos et Deimos, avec une solution dynamique qui fonctionne, ce qui n'était pas évident au départ. Même si on a encore quelques problèmes au niveau des propriétés mécaniques de Phobos et Deimos, notamment sur Deimos, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de dissipation par effet de marée, puisque sur Phobos, pour retrouver le système de lune martien actuel, avec leur orbite actuelle, à partir de ce modèle d'impact géant. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément, pour l'instant, encore bien regardé. Ce n'est pas l'effet de la glace, mais l'effet de la porosité. Parce qu'en fait, les densités de Phobos et Deimos sont très faibles. Phobos, c'est 1,85 g par centimètre cube, et Deimos, c'est 1,5 g par centimètre cube. Ça, c'est même des densités qui sont plus faibles que la densité des chondrites hydratées, par exemple. Donc, on peut se poser la question, quel est l'effet de la porosité sur les dissipations par effet de marée, qui est le rapport de deux nombres, ce n'est pas détaillé, mais on pourra en reparler. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très bien connu. Et je pense que ça vaudrait le coup d'être étudié
plus en profondeur. Et enfin, il manque encore quelque chose, d'accord, qui est en fait, même dans le scénario par impact géant, on s'attend à avoir des signatures d'olivine et de pyroxène sur les spectres de réflectance visibles au prochain infrarouge et on ne les observe pas. Donc, quel est le phénomène qui fait qu'il les masque? Ça, c'est une question qui reste encore ouverte et je voulais en discuter avec vous puisque vous avez la chance d'être à bord de la mission Mars Moon Explorer avec un spectro-imageur. Il s'appelle MIRS. Donc ça, c'est un truc que je suis allé prendre sur votre site. D'accord? Et je crois que le gros avantage de ce spectro, outre sa résolution spectrale, c'est le fait que, vu qu'on va se rapprocher de Phobos avec cette mission, puisqu'on va être en orbite quasi synchrone, donc on va rester longtemps à quelques dizaines de kilomètres de la surface, on va même se poser à la surface, et bien on va avoir une meilleure résolution spatiale. Et effectivement, on peut se demander si ce n'est pas la résolution spatiale actuellement qui fait que le signal attendu d'olivine et de pyroxène disparaisse des spectres, si tant est évidemment qu'il y a ce composé à la surface. Donc voilà,